Chapitre 25. J'amène le pavillon noir. À peine m'étais-je installé sur le beaupré que le clin-foc reprit le vent en sens contraire et se gonfla avec un bruit semblable à un coup de canon. La goélette trembla jusqu'à la quille. Mais un instant plus tard, les autres voiles continuant à porter, le foc revint à sa position première et pendit inerte. Le choc avait failli me jeter à la mer. C'est pourquoi, sans perdre de temps, je rampais le long du beaupré et dégringolais sur le pont la tête la première. Je me trouvais du côté sous le vent du gaillard d'avant, et la grand-voile qui portait encore me cachait une partie du pont arrière. On ne voyait pas une âme. Les planches n'ayant pas été faubertées depuis la mutinerie, gardaient l'empreinte de plusieurs pas. Une bouteille au goulot cassé roulait çà et là dans les dallots comme un être vivant. Soudain, l'Hispaniola entra en plein dans le vent. Derrière moi, les focs claquèrent avec violence. La barre se mit à battre. Le navire frémissant se souleva si brutalement que j'en eus la nausée. En même temps, le gui du grand mât revint vers l'intérieur de la goélette, et la voile, grinçant dans les poulies, me laissa voir la partie sous le vent du pont arrière. Les deux hommes de garde étaient bien là. Le pirate au bonnet rouge gisait sur le dos, raide comme un inspecte, les bras en croix, ses lèvres écartées découvrant ses dents. Israel Hands était appuyé contre le bastingage, le menton sur la poitrine, les mains ouvertes posées devant lui sur le pont, et le visage aussi blanc sous son hâle qu'une chandelle de suif. Pendant quelque temps, le navire ne cessa pas de bondir et de faire des écarts comme un cheval rétif. Les voiles se gonflaient, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et le gui se balançait en tous sens, si bien que le mât gémissait sous l'effet de la tension. Parfois, aussi, une gerbe d'embrun passait par-dessus le bastingage et l'étrave heurtait lourdement la lame. Bref, ce grand voilier tenait la mer beaucoup moins bien que mon coracle primitif, tout de guingois, maintenant au fond de l'eau. À chaque bond de la goélette, l'homme au bonnet rouge glissait d'un côté à l'autre, mais spectacle effroyable, ce traitement brutal ne modifiait ni son attitude, ni son rictus immuable. À chaque bond également, Hans semblait s'affaisser davantage sur lui-même et s'étaler sur le pont, ses pieds glissant toujours plus loin, tout son corps penchant vers l'arrière. Peu à peu, son visage même me fut caché. Finalement, je ne distinguais plus qu'une de ses oreilles et l'extrémité ébouriffée d'un de ses favoris. En même temps, je remarquai des flaques de sang noir sur le pont autour des deux hommes, et je commençais à penser qu'ils s'étaient entretués dans leur fureur d'ivrogne. Tandis que je les contemplais, ainsi en réfléchissant, Hans, au cours d'une brève accalmie pendant laquelle le navire demeura immobile, se retourna à demi, puis, poussant un gémissement sourd, parvint à reprendre la position où je l'avais vu tout d'abord. Ce gémissement, qui exprimait une vive souffrance et une faiblesse extrême, ainsi que la façon dont sa mâchoire inférieure pendait, me touchèrent droit au cœur. Mais la conversation que j'avais entendue dans le tonneau de pommes m'étant revenue à la mémoire, toute pitié m'abandonna. Je me dirigeai vers l'arrière et m'arrêtai au pied du grand mât. « Je suis venu à bord, monsieur Hans, dis-je d'un ton ironique. » Il promena autour de lui un regard vague, mais il était trop épuisé pour exprimer la moindre surprise. Tout ce qu'il put faire fut de murmurer un seul mot « eau de vie ». Je me rendis compte qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Évitant le gui qui balayait le pont une fois de plus, je me précipitai à l'arrière et descendis dans la cabine. Il y régnait un désordre inimaginable. Les pirates avaient éventré tout ce qui fermait à clé dans l'espoir de trouver la carte. Le plancher était couvert de boue aux endroits où ils s'étaient assis pour boire ou pour tenir conseil, après avoir pataugé dans les marécages autour de leur camp. Sur les cloisons peintes en blanc, ornées de moulures dorées, se trouvaient plusieurs empreintes de mains sales. Des douzaines de bouteilles vides s'entrechoquaient dans les coins à chaque coup de roulis. Un des livres de médecine du docteur était ouvert sur la table. On en avait arraché la moitié des feuillets pour en faire sans doute des allumes-pipes. Au milieu de ce chaos, la lampe répandait encore une clarté fumeuse, couleur de terre d'ombre. Je pénétrai dans la cambuse. Tous les tonneaux avaient disparu, et un nombre surprenant de bouteilles avait été vidé et jeté sur place. À coup sûr, depuis le début de la mutinerie, pas un seul de ces hommes n'avait dégrisé. En furetant partout, je finis par trouver une bouteille contenant encore un peu d'eau-de-vie que je pris pour la donner à Hans. D'autre part, je découvris pour mon usage personnel du biscuit, des fruits en conserve, une grosse grappe de raisins secs et un morceau de fromage. Je remontai sur le pont chargé de ces provisions et posai ma part derrière la tête du gouvernail. Puis, ayant bien soin de passer hors de portée du patron de canot, je gagnai l'avant et me désaltérai longuement au baril de galère. Alors, mais alors seulement, je donnai l'eau-de-vie à Hans. Il dut en avaler près d'une demi-pinte avant de retirer la bouteille de sa bouche. « Ah, tonnerre !» s'exclama-t-il. « J'avais bougrement besoin de ça. »
Je m'étais déjà assis dans mon coin et j'avais commencé à manger. « Grièvement blessé ?» lui demandai-je. Il poussa un grognement, ou plutôt une espèce d'aboiement, puis il répondit « Si ce foutu docteur était à bord, je serais remis d'aplomb en rien de temps. Mais vois-tu, j'ai jamais eu de veine dans la vie. C'est ça qui a toujours cloché pour moi. » Pour ce que c'est de ce foutu andouille, ajouta-t-il en montrant l'homme au bonnet rouge, il est mort et bien mort. D'ailleurs, c'était pas un marin. Et toi, d'où est-ce que tu sors ? Ma foi, monsieur Hans, je suis venu à bord pour prendre possession du bateau, et jusqu'à nouvel ordre, je vous prierai de bien vouloir me considérer comme votre capitaine. Il me jeta un regard assez aigre, mais sans répliquer un seul mot. Ses joues avaient repris un peu de couleur, bien qu'il parût encore bien mal en point, et continua de glisser et de s'affaler à chaque embardée du navire. « À propos, poursuivis-je, je ne peux pas tolérer ces couleurs, monsieur Hans. Avec votre permission, je vais les amener. Il vaut mieux ne pas en avoir du tout. » Esquivant de nouveau le gui, je courus aux drisses du pavillon, amenai leur maudit drapeau noir et le jetai par-dessus bord. « Dieu sauve le roi !» dis-je en agitant mon bonnet. « Voici la fin du capitaine Silver. » Le patron du canot me jeta un regard attentif et sournois, le menton toujours baissé sur sa poitrine. « J'imagine, dit-il enfin, j'imagine, Captain Hawkins, que t'aimerais bien maintenant aller à terre. Hein, si on causait, nous deux ? » Ma foi, très volontiers, monsieur Hans. Parlez donc. Et je continuai mon repas de fort bon appétit. « Ce gars-là, commença-t-il en désignant le cadavre d'un faible signe de tête, O'Brien qui s'appelait. C'est un sale cochon d'Irlandais. Donc ce gars-là et moi, on a hissé les voiles pour amener le bateau au mouillage. Mais lui, v'là qu'il est mort à cette heure. Et je vois pas du tout qui c'est qui va gouverner. Si je te donne pas de conseils, t'en serais pas capable à ce qui me semble. Alors voilà ma proposition. Toi, tu me donnes à manger à boire, et une vieille écharpe ou un vieux mouchoir pour bander ma blessure. Moi, je t'indique la manœuvre. Ça me paraît régulier pour nous deux, qu'est-ce que t'en penses ? Il faut que je vous dise, monsieur Hunt, c'est que je ne veux pas revenir au mouillage du capitaine Kidd. J'ai l'intention de gagner la baie du Nord et d'y échouer tranquillement le bateau. Ah ça, je m'y attendais, hein, s'exclama-t-il. Après tout, je suis pas complètement idiot, j'y vois clair, non ? J'ai tenté ma chance, j'ai perdu. C'est toi qui as gagné. La baie du Nord, pour sûr. J'ai pas le choix, de toute façon. Mille tonnerres, je t'aiderai tout pareil à naviguer jusqu'au quai des exécutions. Tu peux m'en croire. Ces paroles me semblèrent assez raisonnables. Nous conclûmes le marché sans plus attendre. 3 minutes plus tard, l'Hispaniola filait vent arrière le long de la côte de l'île au Trésor. J'avais bon espoir de doubler la pointe nord avant midi et de louvoyer ensuite jusqu'à la baie du Nord, avant la marée haute, afin de pouvoir échouer la goélette sans aucun mal en attendant que la marée descendante nous permît de débarquer. J'attachai donc la barre et descendis chercher dans mon coffre un fin mouchoir de soie appartenant à ma mère. Je m'en servis pour bander la grande plaie saignante que Hans avait à la cuisse. Après avoir pris un peu de nourriture et avalé 2 ou 3 gorgées d'eau-de-vie, il commença manifestement à se sentir mieux, se tint beaucoup plus droit, parla d'une voix plus forte et plus claire, et parut un tout autre homme. La brise nous servait admirablement. La goélette glissait sur les vagues, rapide comme un oiseau. La côte passait devant nos yeux à toute allure, et la vue changeait à chaque instant. Bientôt nous eûmes dépassé les hautes terres et nous longeâmes une région basse et sablonneuse, maigrement parsemée de pins rabougris, que nous dépassâmes peu de temps après pour doubler enfin la pointe rocheuse à l'extrémité nord de l'île. Mon nouveau commandant me transportait d'aise. J'étais ravi par le temps clair et ensoleillé, ainsi que par les différents aspects de la côte. J'avais maintenant de l'eau en abondance et de bonnes choses à manger. Ma conscience, qui m'avait tout d'abord durement reproché ma désertion, était apaisée par l'importante prise que je venais de faire. Je crois que je n'aurais eu plus rien à désirer si Israel Hans n'eût suivi tous mes mouvements d'un regard ironique, en arborant perpétuellement un étrange sourire. C'était un sourire qui exprimait à la fois la souffrance et la faiblesse, un sourire hébété de vieillard. Mais j'y discernais également un peu de dérision, une ombre de perfidie, tandis que le patron de canot m'observait sans relâche d'un air rusé au cours de mon travail.